Donc, on a trois interventions au cours de cette session 2 sur le couplage animal-végétal et donc l'introduction à l'économie circulaire et la recherche du bouclage des cycles et de savoir comment il pèse sur le changement climatique. On aura donc l'intervention de Pierre Micheler de l'IDEL, puis d'Aurélie Garcia Velasco de la Fédération régionale des CUMA de l'Ouest, et puis ensuite Mathieu Vigne du CIRAD. L'analyse des regards de différents contextes étant particulièrement utile. Donc, je vais passer la parole à Pierre. Bonjour, donc je vais vous parler de l'intensification du couplage animal-végétal, travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet CASDAR Red Spice. Donc, ce projet Red Spice, en fait, ça signifie résilience, efficacité et durabilité des systèmes de polyculture élevage. Donc, c'était un projet CASDAR qui avait plusieurs objectifs, l'amélioration des performances de systèmes en polyculture élevage, au sens large, de systèmes qui ont de la culture et d'élevage en proportion variable, produire un certain nombre de références et outils nouveaux, et donc accroître la pérennité de ce mode de production au sens large. Ce projet s'est fait dans le cadre d'un partenariat, on va dire, large et diversifié, INRAE, Institut technique, Chambre d'agriculture, CIVAM, au travers de 6 régions, sachant qu'ici, on a un peu omis l'Île-de-France, mais il y avait un certain nombre de partenaires qui étaient basés en Île-de-France également. Ce projet était composé de 3 actions pour 3 principaux résultats. La première action, en fait, portait sur l'évaluation du couplage. Est-ce que ça a un intérêt pour accroître l'autonomie des fermes et améliorer l'efficacité des processus de production? Un travail de rétrospective et de prospective pour voir quelle pouvait être cette agriculture en 2030, cette polyculture élevage. Et un troisième volet qui était plus classique, la diffusion, en vue de renforcer l'appropriation par les utilisateurs, et c'était la production d'outils de référence. Rapidement, principaux résultats, c'est qu'un couplage, et je vais vous le montrer un peu plus longuement, accru, atténue les aléas économiques et météo et permet au minima un maintien du revenu de l'agriculteur. Le travail de rétrospective et de prospective sur lequel je ne m'étendrai pas, il faut retenir que la polyculture élevage en fait, se transforme et les groupes d'experts qui ont travaillé dans les ateliers de prospective la voient un peu plus en local dans le cadre d'une démarche agroécologique. Enfin, un certain nombre d'outils que vous pourrez chercher sur le site du RMT Polyculture Élevage, tels que le dictionnaire amoureux de la polyculture élevage ou abécédaire et l'outil Nickel qui permet d'évaluer le couplage entre les cultures et l'élevage. Je vais donc me limiter aujourd'hui à l'analyse du couplage et est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Alors, c'est quoi le couplage entre culture et élevage? C'est le niveau d'intensité d'échange de matière entre les surfaces cultivées, fourragères ou de vente et les animaux de l'exploitation, et vice-versa. C'est-à-dire que les surfaces végétales permettent de nourrir les animaux et d'arriver à une autonomie alimentaire sous différentes formes de fourrage ou de concentré, et à contrario, les engrais de ferme, les effluents, permettent de nourrir les surfaces végétales, qu'elles soient fourragères ou cultivées. Et sur ce petit schéma, vous voyez aussi des achats de litières, d'engrais, etc. Et en fait, il s'agit simplement des intrants de l'exploitation qui sont en proportion variable selon le niveau de couplage. Alors, le travail a dû faire au préalable, a dû réaliser une classification des exploitations selon l'intensité de ces échanges entre les surfaces et les animaux. Et on s'est appuyé sur 3 bases de données partenaires, INOSIS, CIVAM, de l'INRA, et on est centré essentiellement sur les ruminants. Et on a identifié des critères communs à nos bases de données sur l'utilisation des surfaces, sur l'autonomie alimentaire et en paille pour les animaux et l'autonomie de fertilisation. Ce qui a permis, avec une analyse statistique, de calculer un score de couplage. C'est les travaux de Gilles Martel qu'on trouvera dans Fourrage. Et on a classé les fermes en 3 groupes de couplage, faible, moyen et fort. Premier résultat de cette analyse de jeu de données, c'est qu'un couplage élevé, c'est loin d'être une généralité. Et en tout cas, ce n'est pas dans tous les systèmes. Sur le petit tableau sur votre droite, vous pouvez voir qu'avec l'augmentation de la part de culture dans la SAU, le nombre de fermes en couplage faible s'accroît. C'est-à-dire que plus on a de culture, moins on a d'exploitation en couplage fort. Et en fait, ça s'explique d'une manière relativement simple.
c'est que s'il est assez facile de nourrir les animaux sur une exploitation agricole, il est plus difficile d'arriver à une autonomie, on va dire, importante de fertilisation en azote, en minéraux, sur les cultures, puisqu'en fait, la taille de l'élevage n'est pas totalement suffisante. Alors, ça, c'est un premier constat. On a aussi pu voir que des systèmes avec culture industrielle sont en tendance moins couplées. Elles sont souvent dans des zones à haut potentiel, on va dire plutôt dans le nord, hein, avec une diversité de cultures bien valorisée, ce qui est intéressant en soi et ce qui permet aussi de financer fertile et alimentation. Les systèmes bio, eux, en s'interdisant l'usage d'intrants de synthèse, privilégient le recyclage des effluents et la recherche de l'autonomie alimentaire. On a également observé que les exploitations dans des zones à potentiel plus limité, qui est subi par définition, recherchent aussi cette forme d'autonomie globale parce qu'elles produisent moins, elles ne peuvent pas produire beaucoup plus, elles sont plus couplées en fait parce qu'il faut garantir un revenu à l'exploitation. Alors globalement, économiquement et environnementalement, est-ce qu'accroître le couplage, ça vaut la peine? Alors ce qu'on peut dire après, à la fin de ce projet CASDAR Red Spice, c'est qu'au niveau économique, on a pu constater un revenu équivalent sur une période courte qu'on a analysée dans un premier temps. On a pu voir une efficacité économique supérieure, hein, un gain d'EBE sur le produit brut, et qui s'explique notamment par moins de charges opérationnelles qui sont réduites d'environ, on va dire, 25%. Je ne présente pas ici la baisse des charges de structure, mais ça va dans le même sens. Au niveau environnemental, l'excédent d'azote de l'exploitation se réduit, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement moins de perte d'azote dans le milieu. Il y a moins de consommation de phyto dans les cultures. Je précise bien, si au niveau des cultures, il n'y a pas d'effet dilution lié à des prairies. Et il y a moins de consommation de fuel. Donc, ces diminutions, elles sont de moins 70, on va dire, à peu près pour l'azote, l'excédent de l'excédent, environ 35% en moins pour les phytos et environ moins 25% pour la consommation de carburant. On le voit sur l'ensemble des 5 filières de ruminants qu'on a pu observer. Sur le temps long, le revenu est beaucoup plus régulier quand on a un couplage élevé. Vous voyez ici un exemple sur à peu près 12-13 ans. La courbe en gras, c'est le couplage fort. On voit qu'elle varie beaucoup moins que les fermes en couplage faible. En fait, ça s'explique par le fait que ces exploitations sont plus économes et autonomes et donc achetant moins d'intrants, sont déjà moins dépendants des aléas du marché en termes de prix. Et météo également, puisque si les rendements, par exemple, la production diminue, on a engagé moins de charges et forcément, on en creuse un peu moins les déficits. Ce qu'on a également pu voir, c'est qu'un système, plus il est herbagé en tendance, plus il y a d'herbe, moins le revenu fluctue, mais on a également vu une réduction de la fluctuation pour les systèmes qui ont davantage de culture, parce que simplement optimiser et réduire les intrants, ça permet de réduire cette dépendance externe. Une analyse a également été faite sur le travail, puisqu'on a enquêté une 60aine d'agriculteurs. On les a réunis en focus group, donc ils ont pu discuter et se lâcher. Et ça a été très, très riche. Et en fait, ces systèmes sont vivables en termes de travail. Le couplage, quand il est accru, alors sur des fermes en routine, il est vrai, ce n'est pas plus de travail, au contraire. Mais ce n'est pas statistiquement significatif. En revanche, la dimension multi-atelier, ça peut être une source de déséquilibre dans ces systèmes, peut-être plus facilement qu'en système spécialisé, parce que il faut davantage de compétences, parfois d'effectifs, et qu'une personne qui manque, ça peut déséquilibrer fortement le système. Le couplage élevé, on peut aussi le considérer comme un amortisseur, à savoir qu'on a pu comparer 2 périodes économiques et météo contrastées, une période favorable, début de la décennie 2010, où en fait les prix étaient élevés, il n'y a pas eu d'accident sur les cultures, production de fourrage marquée, et on a eu une seconde période beaucoup plus défavorable avec des prix de céréales plus basses et surtout une année 2016 assez catastrophique. Jean-José l'avait montré tout à l'heure sur les céréales, sur son graphique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand tout va bien, en termes conjoncture et météo, on va dire tout va bien, Madame la Marquise, pas grand-chose à dire, et on s'est dit que le couplage, ça ne servait pas à grand-chose ou que c'était l'effet limité. En revanche, quand c'est défavorable, on se rend très vite compte, vous le voyez sur le petit graphique avec le résultat courant ramené à l'hectare, que en fait, les systèmes les plus couplés ont un revenu relativement stable par rapport aux fermes les moins couplées, où le revenu s'effondre en 2016, et le coefficient de variation, c'est-à-dire la variation du revenu chaque année, en fait, elle est aussi beaucoup plus stable dans les fermes qui favorisent les complémentarités.
Alors, le couplage, c'est un moyen, il faut bien le retenir, qui permet d'arriver à quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a une notion d'autonomie, de gestion des intrants. On peut aller, bien sûr, au-delà ou de diversité des productions. Et pour finir, je dirais que le couplage a donc des bénéfices économiques et environnementaux. Donc, on voit que les exploitations les plus orientées vers l'élevage, qui ont un peu de culture dans notre cas, y arrivent. Et c'est surtout dans les systèmes qui ont davantage de culture où il y a encore des progrès à faire. Donc, on a des marges de progrès. Ce sont des systèmes qui souvent ont plus d'herbe ou la valorisent davantage, sont plus parcimonieux en intrants et potentiellement ont un rôle à jouer dans l'atténuation du changement climatique grâce à moins de gestes, potentiellement plus de stockage de carbone et puis un albédo plus élevé aussi au travers de la présence accrue de prairies. On a produit un outil nickel, qui veut dire niveau de complémentarité culture-élevage, qui permet d'évaluer le couplage et on peut l'utiliser pour mesurer des progrès lors de la co-conception de systèmes économes. On a d'ailleurs utilisé le jeu de données du CASDAR Phytoel qui s'intéressait à la réduction des phytos par le changement du système fourrager. On a le dictionnaire amoureux qui est accessible sur le site internet du RMT. Et au niveau des territoires, pour y revenir un peu, la polyculture élevage ne disparaît pas, ce sont plutôt les systèmes d'exploitation qui se transforment. Et dans certaines régions, la polyculture élevage est une forme de résistance, entre guillemets, de l'élevage, puisqu'il y a des zones parfois qui ne sont pas exploitables par autre chose que de l'herbe. La polyculture élevage y trouve sa place. Et les travaux de prospective dans les 4 régions envisagent un avenir pour cette polyculture élevage, peut-être plus locale. Le contexte Covid actuellement, peut-être, mène vers ça. Cela dit, on est loin d'avoir fini nos travaux. Avec des questions qui sont comment se comportent des fermes avec des monogastriques. C'est des travaux que l'on souhaite mener dans le nouveau RMT. C'est où mettre aussi le curseur entre diversité des productions et le couplage. Le couplage n'étant pas une fin en soi, il y a aussi la diversité des productions qui peuvent servir à l'alimentation humaine. Il y a aussi la question de la compétition avec l'alimentation animale, qui sera à réfléchir. Et puis, il y a le rôle de la polyculture élevage en conception de systèmes bien économes, parcimonieux, en termes de ressources non renouvelables et qui puissent répondre aux enjeux climatiques. Alors ça, c'est des questions très vastes et très larges qu'on cherchera à traiter au sein du RMT SPICY. Voilà, je vous remercie et je n'oublie pas tous les partenaires, les co-animatrices du projet, Sonia Ramonteux, Nelly Dubosc et Catherine Experton, et puis tous les partenaires du projet qui ont contribué chacun à leur manière à celui-ci. Voilà. Merci Pierre. Il nous reste le temps pour 2 ou 3 petites minutes. Il y a dans les différentes questions qui ont été posées, il y en a en gros 2. Donc il y a des questions autour des monogastriques et tu y as répondu. Donc en gros ça allait venir. Donc il fallait juste avoir un peu de patience. L'autre système, les autres questions sont est-ce que vous avez regardé, exploré des modalités d'organisation très différentes et notamment des élevages partagés entre plusieurs exploitations, des échanges, des territoires qui sont en polyculture élevage, mais avec aucune exploitation qui est en polyculture élevage, jusqu'où on peut aller dans ces modes d'organisation pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans le projet Red Spice, la réponse, elle est, on va dire, claire. Le projet étant centré sur l'exploitation, on n'a pas répondu à cette question. En revanche, au niveau du RMT Spicy, la question des formes d'association d'exploitation agricole au sein de territoires, c'est une question qui est portée par un des axes du RMT. Donc, il y aura un travail d'identification des territoires et de voir comment se gèrent les flux. Alors, je ne suis pas l'animateur de cet axe-là, mais il y a des travaux qui seront mis en place dans ce projet. Et donc, du coup, la question de l'évaluation, la contribution à la réduction, on n'a pas encore étudié, mais elle posera plein de questions sur les transports de substances entre les territoires végétaux. Enfin, il y a des cultures ou territoires, il y a de l'élevage ou entre les agriculteurs. Et donc, il y a un certain nombre de projets que l'on a mis dans cet axe A à l'échelle des territoires, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas étudié, on va dire, aussi à fond que ce projet Red Spice. Voilà. C'est aussi une question, comme les monogastriques, qu'il faudra que l'on approfondisse. D'accord. Et avant de passer à l'intervention suivante, juste un point qui rebondit sur une remarque de Catherine aux exposés précédents. En fait, et dans ta présentation, on continue à avoir une entrée qui est beaucoup par la dimension économique. D'ailleurs, tu présentes toujours les dimensions économiques avant les dimensions environnementales, dans un cadre de réflexion qui attaquerait par la problématique environnementale. Et par exemple, les gaz à effet de serre, dans la mesure où c'est une problématique de survie
de nos sociétés, comme l'a dit Jean Jouzel, ça conduirait à quoi en capacité de conception? C'est-à-dire avoir l'entrée environnementale. Alors ici, Avoir l'entrée gaz à effet de serre, ouais. précisément. Alors déjà, je n'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre, hein. J'ai mis effectivement l'économique parce que c'est aussi quelque chose qu'on présente à des agriculteurs et ça fait partie des notions qui les intéressent. Après, effectivement, si on entre par la dimension environnementale, il y aura, je pense, un réel travail à réaliser si on se dit il faut limiter, bloquer les émissions de gaz à effet de serre. Si on fait de la conception a priori, ça serait d'imaginer les systèmes dans un cas, on va dire, entre guillemets extrême, où on réduit de X% les gaz à effet de serre et on regarde ce que ça donne après en termes d'incidence négative ou positive d'ailleurs sur économique et environnementale, sur les autres critères. Donc potentiellement, ça veut dire aussi à des niveaux de production qui se réduisent, mais ça peut passer par ce qu'évoquait Jocelyn tout à l'heure, durant l'optimisation d'un certain nombre de process de production d'une part. Après, c'est peut-être aussi une remise en question plus importante des systèmes de production, je veux dire au niveau culture et élevage d'ailleurs, hein. Donc potentiellement, enfin pour moi, oui, ce sera changer profondément les systèmes. On va écouter la présentation maintenant d'Aurélie Garcia Velasco, donc, de la Fédération régionale des CUMA de l'Ouest, qui va nous parler de la possibilité d'organiser des échanges entre éleveurs et céréaliers, en particulier pour les légumineuses fourragères et donc la luzerne. Ce que je vous propose, c'est de voir un peu ce qui s'est fait autour de la mise en place des échanges gagnant-gagnant entre éleveurs et céréaliers pour la valorisation des légumineuses fourragères. Alors, le projet LUSCO, c'est un projet CASDAR qui s'est déroulé entre 2015 et 2019 et qui avait pour objectif de favoriser l'émergence, la consolidation et la démultiplication des démarches collectives autour des légumineuses fourragères. Alors, dans les actions mises en place pour y arriver, ce qui s'est fait, c'était déjà de partir de l'étude de groupes pionniers, qui étaient des groupes d'agriculteurs qui avaient déjà mis en place des organisations de ce type, et de chercher avec eux à mieux comprendre les impacts et les conditions de réussite de leur système, mais aussi tout ce qui est limites, difficultés à surmonter pour y arriver. Ensuite, une fois qu'on avait conduit cette analyse-là, l'idée, c'était d'accompagner des groupes qu'on a appelés groupes pilotes, où là, c'était plutôt des groupes d'agriculteurs qui étaient au début de leur dynamique, qui se lançaient en même temps que nous, on lançait le projet. Et puis, une autre action qui a été mise en place pour y arriver, c'était de mettre en réseau tous ces groupes d'agriculteurs avec des techniciens et des chercheurs afin d'élaborer des pistes d'amélioration et de faciliter plus largement le développement de ces systèmes. Alors, pour ce faire, on avait 12 partenaires impliqués, donc 4 fédérations de CUMA, 3 instituts techniques, 2 chambres d'agriculture, 2 lycées agricoles. On avait également un organisme de conseil en élevage et une association de producteurs portée sur le séchage en grange. Et puis, à côté, on avait quand même une trentaine de groupes d'agriculteurs qui ont été impliqués tout au long du projet, partout en France. Alors, pour mieux comprendre un peu pourquoi ce levier, pourquoi on a étudié cette question-là, ce que l'on peut voir, c'est que l'on a eu une diminution assez forte des surfaces en légumineuses fourragères depuis les années 60, qui peut notamment se corréler à plusieurs éléments de contexte, entre mécanisation, restructuration, l'essor de l'agrochimie, des liens aussi avec le coût énergétique, etc. Au-delà du contexte, il y a aussi des freins qui peuvent expliquer ce développement assez limité des légumineuses fourragères. Alors, on a des freins qui peuvent être d'ordre agronomique et technique, avec une technicité qui est quand même plus grande pour maîtriser l'itinéraire de l'implantation à la récolte de ces cultures. Et puis aussi une communauté technique et commerciale qui peut être parfois un peu moins développée que sur d'autres productions végétales. On a aussi des freins économiques avec des rendements variables et une prise de risque qui peut être plus importante. Et puis aussi des freins plutôt systémiques, on va dire, avec une charge de travail supplémentaire et des temps d'apprentissage qui peuvent être assez conséquents quand on cherche à introduire des légumineuses fourragères dans son système. Bon, il y a des freins, mais il y a quand même aussi de nombreux avantages. C'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui. Donc, des avantages pour des éleveurs qui permettent aussi d'atteindre une meilleure autonomie alimentaire en optimisant la ressource fourragère, en réduisant sa dépendance aux achats extérieurs et puis de manière générale en sécurisant le système vis-à-vis des aléas. On en parle beaucoup aujourd'hui. Après, il y a aussi des motivations agronomiques.
puisque les légumineuses fourragères permettent de limiter les apports azotés pour la culture suivante, d'améliorer la structure du sol, d'assainir les parcelles en cassant le cycle des adventices, des maladies et des ravageurs. Donc voilà, on voit qu'il y a des intérêts, mais malgré tout, il y a quand même un petit regain d'intérêt depuis récemment, mais le développement, il reste très limité. Et du coup, l'hypothèse majeure dans l'USCO, c'était que face à ces freins techniques et organisationnels, le collectif pouvait être un des leviers à actionner pour aider le développement de ces légumineuses fourragères. Alors, le collectif, pourquoi il peut aider? En fait, il remplit 5 fonctions qui peuvent faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques agroécologiques. Tout d'abord, il permet d'accéder à du matériel adapté, dont les investissements peuvent être parfois conséquents en individuel et donc compliqués. Ensuite, il permet d'accéder à des ressources productives stratégiques. Il permet aussi d'optimiser l'organisation du travail, ce qui est notamment assez important au regard de la charge de travail qui peut être plus conséquent avec ce type de pratique. Il permet aussi de partager l'expérience entre pairs et de co-construire des connaissances qui aident en fait à prendre en main ces nouvelles pratiques. Et puis, le collectif, c'est aussi un appui pour gérer l'incertitude en lien avec ces solutions. Alors, dans l'USCO, on a étudié plus particulièrement 4 modalités collectives qui facilitent la mise en place des légumineuses fourragères. Le levier 1, c'était l'optimisation des chantiers de récolte via l'organisation collective. Le levier 2, c'était le séchage des fourrages via des unités collectives de séchage. Et le levier 3, qui va vraiment nous intéresser maintenant, c'est la mise en place d'échanges gagnant-gagnant entre producteurs et consommateurs de légumineuses fourragères, et puis un levier plus transversal autour de la formation et de l'expérimentation en groupe. Alors maintenant, si on regarde des choses qui sont vraiment spécifiques à la mise en place des échanges gagnant-gagnant, puisque là, j'ai plutôt dit des choses assez générales, ce qu'on voit, c'est qu'on a sur le territoire des besoins complémentaires entre des céréaliers qui cherchent à améliorer leur sol en valorisant la matière organique et en diversifiant leurs assolements et les rotations. Et de l'autre côté, on a des éleveurs qui souhaitent améliorer leur autonomie en alimentation animale avec un affouragement de meilleure qualité et qui sont, pour certains, en excédent structurel. Bon, on a donc des besoins et des problématiques complémentaires, mais on a vu qu'un retour vers des exploitations en polyculture élevage pouvait être difficile dans des exploitations où l'élevage a disparu. Et du coup, des interactions à l'échelle du territoire pouvaient être pertinentes donc pour accéder à cette polyculture élevage territoriale. Alors, pour ce faire, il y a une grande diversité au niveau des échanges qui peuvent être mis en place, que ce soit dans la nature des échanges, en gros, qui échange quoi avec qui. On a par exemple de la vente de fourrage sur pied, de foin en botte, des produits déshydratés, ou bien des échanges luzerne fumier. Donc voilà, une très grande diversité, mais aussi une grande diversité qui se retrouve dans l'organisation de ces échanges. On peut avoir, par exemple, des échanges qui sont un peu organisés à la manière du Bon Coin. On a des céréaliers, des éleveurs qui vont annoncer ce qu'ils offrent ou ce dont ils ont besoin. Et ensuite, les agriculteurs qui sont intéressés ou qui peuvent y répondre vont prendre contact en bilatéral à côté. Entre. Alors là, cette organisation-là, le problème, c'est que on n'anticipe pas forcément les besoins au niveau du territoire, donc sur certaines années un peu compliquées, ça peut être compliqué de mettre ces échanges-là en place. Du coup, à côté, il y a des organisations qui sont plus collectives, où là, ça va permettre de mieux anticiper, où on va avoir des groupes d'agriculteurs qui échangent entre eux, donc ça peut prendre des formes GI2E, des agriculteurs en cumin, etc. Alors là, on va plus évaluer les besoins et les offres au niveau du territoire. Par contre, ça peut être un peu plus compliqué pour pérenniser les échanges dans le temps. Du coup, on a une troisième forme d'échange qui, là, permet de mieux pérenniser, où on a un peu des échanges à la manière d'une coopérative. On a des agriculteurs qui échangent via l'intermédiaire d'une plateforme centrale qui va stocker les productions, qui peut aussi les transformer si c'est nécessaire, et puis les revendre. Et là, vu qu'il y a un investissement au niveau de la plateforme pour le stockage ou la transformation, on a souvent des échanges qui sont pérennisés derrière dans le temps. Bon, dans tous les cas, ces organisations-là, elles posent plusieurs questions. Et la principale, c'est vraiment de comment on sécurise ces échanges. Ça passe notamment par recréer du lien entre ces éleveurs, ces céréaliers, donc ces deux mondes qui, des fois,
ont du mal à échanger. Ensuite, c'est assurer les transactions avec des règles de fonctionnement, voire des contrats négociés en commun. Et puis, vraiment, le point le plus important dans la mise en place de ces échanges, c'est d'arriver à équilibrer l'offre et la demande, ce qui passe notamment par une adaptation des moyens logistiques du territoire derrière. Ce qu'il faudrait retenir pour aller vraiment très rapidement avec la conclusion, c'est qu'on a des besoins complémentaires qui derrière débouchent sur des échanges avec des organisations très différentes, très variées, et qui peuvent réussir avec un accompagnement déterminant derrière. En effet, dans les groupes qui ont été suivis, l'accompagnement a vraiment été un point clé dans quasiment toutes les initiatives, un accompagnement qui se structure et qui peut permettre d'arriver à des échanges qui durent dans le temps. C'est vraiment là l'enjeu. Alors, pour finir, vous pouvez retrouver l'ensemble des analyses des groupes étudiés sur le centre de ressources lusco.fr. Vous pouvez aussi retrouver toutes les productions du projet sur ce sujet-là, mais aussi des productions d'autres projets, notamment des outils d'accompagnement, des références, des ressources, etc. Je vous remercie et puis je me tiens à disposition pour vos questions. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Je vais prendre la question posée par Catherine Experton. Est-ce que vous avez regardé en concevant ce système d'échange, regardé le poids des politiques publiques qui ont de fait accompagné, ou je ne sais pas si elles ont joué, elles n'étaient pas délibérées pour induire l'usage des légumineuses, mais elles ont été cohérentes avec ça. Est-ce que vous avez regardé comment les politiques publiques pouvaient au contraire accompagner le type de relations gagnantes-gagnantes, gagnant-gagnant que vous proposez de mettre en place? Oui, alors dans le projet Lusco, il y avait une partie dédiée aux politiques publiques, alors qui n'était pas forcément centrée sur les échanges gagnant-gagnant, mais de manière générale sur le développement des légumineuses fourragères. Il y a eu notamment des préconisations qui ont été faites et bon, je ne les ai pas toutes en tête, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais elles sont disponibles. Mais oui, la mise en place de ces échanges-là, ça s'appuie aussi sur la volonté sur le territoire de développer ces surfaces-là. Et donc, les politiques publiques, elles ont une influence. Bon, après, il n'y a pas que les politiques publiques. En fait, ce qu'on a vu dans beaucoup de groupes, c'est que c'était aussi une réponse à un contexte assez déstabilisant. Il y a eu beaucoup de projets qui ont démarré ou se sont réfléchis en lien avec, par exemple, des années où il y a eu des fortes sécheresses, où il y a eu des éleveurs qui sont retrouvés forts en tension au niveau de l'affouragement. Alors après, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Les politiques publiques qui favorisent et qui incitent au développement des légumineuses fourragères ou le contexte incertain derrière qui mettent des agriculteurs un peu en tension au niveau des fourrages? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que les deux impactent. Alors, il y a deux autres questions. Les moyens logistiques qui sont utilisés pour optimiser les transports, est-ce que, en gros, il y a mutualisation, est-ce qu'il y a acquisition de matériel nouveau et est-ce qu'il y a un manque selon vous? Alors, au niveau de la logistique, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà le matériel qui va être le matériel de culture récolte, où là, ça va vraiment dépendre aussi des surfaces engagées pour pouvoir vraiment avoir une évolution des surfaces. On va aller sur du matériel qui va être plus spécifique, avec aussi du matériel plus important qui permet de traiter des débits de chantier plus importants. Et derrière, au-delà il y a la partie vraiment matérielle et l'organisation qui va en découler, puisqu'avec des fenêtres d'intervention qui sont de plus en plus courtes, on va avoir une forte tension sur l'organisation autour de ces chantiers-là. Et donc là, l'organisation collective peut apporter certaines réponses. Après, au niveau de la logistique, donc il y a les chantiers de culture récolte. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a autour des échanges. Donc, par exemple, le stockage, des investissements pour pouvoir stocker les produits échangés. Après, avec des échanges qui vont être plus larges que les légumineuses fourragères, il va peut-être aussi avoir besoin de peser les quantités échangées. Donc, au niveau de la logistique, avoir des éléments pour pouvoir peser. S'il y a besoin de transformer, il va y avoir aussi à réfléchir au niveau de la logistique sur comment on transforme.
Donc, est-ce qu'on doit avoir un séchoir collectif? Est-ce qu'on travaille avec une coopérative de déshydratation? Des choses comme ça. Et puis, articuler les éléments entre la récolte et le stockage ou le séchage. Donc, par exemple, est-ce qu'on va partir sur des bottes ou plutôt en vrac? Donc, si on part en vrac, l'autochargeuse, est-ce qu'on la prend en CUMA pour pour optimiser l'organisation, etc. Donc oui, il y a beaucoup de questions au niveau logistique en lien avec le matériel et les investissements plus larges. Merci beaucoup. Et une toute petite dernière question pour finir. En fait, l'ensemble de ce que vous présentez a été réfléchi en termes d'optimisation économique et d'optimisation du travail. Est-ce que vous disposez en interne au niveau de la Fédération régionale des CUMA d'un outil qui vous permettrait de faire une optimisation aussi au regard du changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Ou est-ce que c'est, comme vous n'avez pas l'outil, c'est juste une résultante et à la limite ça monte, ça baisse, peu importe, quoi? Alors en fait, dans le projet LUSCO, en tout cas, il y avait quand même la volonté d'évaluer ces dynamiques-là aussi au niveau environnemental. Donc il y a des choses qui ont été faites. Après, sur les échanges, ça a été plutôt compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, on a du mal à repérer vraiment l'ensemble des dynamiques d'échange, puisqu'il y a quand même une grande partie de ces échanges-là qui sont plutôt non formalisés, plutôt bilatérales. Et puis aussi au niveau de la pérennisation des échanges, derrière, pour pouvoir l'évaluer au niveau environnemental, vu que ce n'est pas toujours des échanges qui restent dans le temps, c'était plutôt compliqué. Mais on est quand même intéressé par cette évaluation-là. Après, sur les échanges, c'est quand même plus difficile à mettre en œuvre. Merci pour cette présentation et on aura l'occasion sans doute de revenir sur un certain nombre de points dans le cadre de la discussion générale. Et on va passer donc à la troisième présentation. Merci Aurélie. Et donc le troisième intervenant, c'est Mathieu Vigne, donc du CIRAD, gestion agricole des biomasses à l'échelle de la Réunion, une mobilisation collective pour l'inclusion de l'agriculture dans l'économie circulaire du territoire. Mathieu, on vous écoute. Donc, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter quelques éléments du projet GABIR, gestion agricole des biomasses à l'échelle de l'île de la Réunion, qui a été mis en œuvre de 2017 à 2020, comme son nom l'indique, à l'île de la Réunion, et que j'ai eu un grand plaisir à co-coordonner avec certains collègues chercheurs de l'INRA et du CIRAD. Alors donc, ce projet, il s'inscrit dans les défis. Alors, il s'inscrit dans un ensemble de défis socio-économiques et environnementaux qui sont inhérents à la plupart des territoires dans lesquels on travaille, mais qui sont exacerbés dans le cas de l'île de la Réunion par le contexte insulaire. À l'image, par exemple, sur l'île, de l'importation d'une grande quantité de biomasse pour nourrir directement l'homme ou indirectement ces animaux, les animaux et les cultures, mais de l'autre côté de la balance avec des exportations qui, elles, bien qu'importantes, sont fortement dépourvues de nutriments. Et donc, ce qui fait de l'île de la Réunion, en fait, une espèce de puits à nutriments qui n'est pas sans conséquences potentielles sur ces écosystèmes. Alors, on observe quelques dynamiques, quelques initiatives de valorisation de ces excédents de nutriments, mais très majoritairement, quand même, on remarque plutôt des processus d'élimination, voire des pertes, qui ont donc des conséquences sur l'efficience économique et environnementale du territoire. Donc, pardon, la question qui s'était posée, donc il y a un début de projet et face donc du fait du financement CASDAR et de la volonté de cibler un peu nos travaux sur la question de la place du secteur agricole, était de comment renforcer l'inclusion du secteur agricole dans une démarche d'économie circulaire sur l'île via une approche, et c'était un angle d'attaque assez fort, une approche territoriale de la gestion des flux de biomasse. Alors, avec plusieurs objectifs. D'abord, améliorer l'autonomie des exploitations agricoles et des filières et augmenter le revenu des acteurs agricoles, mais aussi indirectement de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et du territoire via la réduction des importations de matières sur le territoire. Alors, pour mener à bien ce projet, on a découpé un peu le projet en deux étapes. La première étape, assez importante, était un diagnostic territorial préliminaire qui visait à faire l'inventaire des biomasses, des acteurs, des biomasses valorisées ou valorisables en agriculture, des acteurs responsables de la gestion de ces biomasses, des problématiques rencontrées face à cette gestion de la biomasse sur le territoire. Et pour mener à bien cet inventaire, d'abord, on a mobilisé un grand nombre, d'acteurs et de parties prenantes du territoire issus de différents secteurs, différents organismes, et avec aussi l'objectif d'avoir leur adhésion du projet et plus globalement de la démarche d'économie circulaire. Donc ça a abouti à une photographie
assez exhaustif de la complexité en fait, de la question de la gestion des flux de biomasse sur l'île de la Réunion, avec plus de 8000 acteurs identifiés comme étant responsables de cette gestion, plus de 150 flux identifiés et quantifiés, de flux de biomasse, et à peu près une centaine de types de biomasse valorisés ou valorisables identifiés sur l'île. Alors, face à cette complexité et le risque de se perdre avec une approche holistique, on a choisi, avec les partenaires du projet, de sélectionner quelques cas d'études emblématiques, qui étaient porteurs de problématiques, qui elles-mêmes étaient emblématiques en fait des problématiques qu'on rencontre sur l'île vis-à-vis de cette gestion de la biomasse. Alors, emblématiques du fait du type de biomasse mobilisée, des acteurs impliqués, et en faisant l'hypothèse également que les solutions et les outils qu'on allait pouvoir identifier et mettre en place dans le cadre de ces problématiques pourraient être après remobilisés pour résoudre d'autres problèmes dans le futur sur l'île. Alors, une des particularités du projet également, c'est qu'on a mobilisé fortement la modélisation dans le cadre de ces 5 cas d'études comme outil d'évaluation et de mobilisation collective. Et là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'un de ces cas d'études, qui est la question de la gestion des effluents d'élevage sur la commune de Saint-Joseph, pour pouvoir un peu vous illustrer comment ces outils ont été mobilisés et quelle approche collective on a pu avoir pour résoudre ces questions. Donc, sur la commune de Saint-Joseph, les éleveurs particulièrement font état de difficultés en fait à épandre une partie de leurs effluents. Du fait, ça c'est eux qui l'identifient comme ça, de l'urbanisation croissante et d'un important mitage du territoire via le bâti. Alors, ça résulte, toujours selon les éleveurs, d'une restriction des zones d'épandage sur la commune. Et ce qui est observé par l'encadrement technique, c'est qu'on a un fort déséquilibre du coup des apports entre les différentes parcelles du territoire, voire parfois des phénomènes de surfertilisation sur certaines des parcelles. Alors du coup, la question qu'on s'est posée, la question majeure finalement, c'est qu'on a essayé de démontrer est-ce que le mitage est la contrainte majeure à l'épandage des flux d'élevage sur la commune, pour essayer d'argumenter et trouver des solutions organisationnelles à cette question du mitage. Alors, pour pouvoir essayer de mesurer l'effet du mitage et plus globalement du bâti sur cette perte de surface épandable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé des outils de cartographie et de modélisation. Alors, dans un premier temps, en fait, on a représenté l'ensemble des surfaces cultivées sur la commune de Saint-Joseph. Donc, c'est tout ce qui apparaît sur l'image de droite. Et puis, sur cette couche de surface cultivée, on a essayé de calculer quelles étaient les surfaces qui étaient soumises à différentes contraintes réglementaires, telles que les distances au cours d'eau, les surfaces qui étaient avec des pentes supérieures à 7% et qui étaient donc soumises au risque de ruissellement, et bien évidemment l'ensemble des surfaces qui étaient soumises aux règles de distance au bâti selon le type d'effluent qui était épandu. Et donc, ce qui a ces surfaces-là apparaissent en jaune, orangé ou en rouge sur l'image de droite. Donc, on a fait des calculs à partir de là, globaux à l'échelle du territoire. Et ce qu'on a montré, par exemple, c'est que dans le cas d'une production uniquement de fumier par l'ensemble des élevages de la commune de Saint-Joseph, on voit que, et le fait que cette matière-là ne peut être épandue à une distance inférieure, par exemple, à 50 mètres d'une habitation, eh bien, on a une perte effective de surface épandable sur les cultures en maraîchage et sur l'arboriculture qui est de plus de 50% et de près d'un quart sur les prairies et la canne à sucre. Si on fait l'hypothèse d'une production de lisier par l'ensemble des élevages de la commune, là, on voit que l'impact il est bien supérieur, puisque de fait, les cultures maraîchères sont exclues des surfaces épandables, vu qu'on n'a pas le droit d'épandre des lisiers sur ces cultures-là. Les surfaces épandables en arboriculture sont réduites à 22%, et près de la moitié des surfaces en prairie et de canne à sucre sont exclues de ces surfaces épandables. Alors donc ça tend à démontrer effectivement une réduction relativement importante des surfaces épandables liées au bâti, quelles que soient les formes d'effluents qui soient produits dans les exploitations d'élevage de la commune. Alors par contre, on avait aussi quand même des retours, principalement de la part d'agriculteurs qui n'avaient pas d'élevage, qui nous disaient, mais nous finalement, au contraire, on a du mal à trouver des effluents d'élevage pour assurer la fertilisation organique de nos cultures. Donc, face un peu à ce double discours, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on a calculé la balance globale à l'échelle de la commune entre l'azote efficace produit par les élevages
et les besoins en azote organique des cultures. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, la commune était largement déficitaire puisque les effluents produits sur le territoire couvraient moins d'un tiers des besoins en azote des cultures. Donc du coup, on s'est dit qu'effectivement, le mitage était sans doute une des contraintes majeures, mais que c'était probablement pas la seule contrainte à ce problème de répartition des effluents sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est à modéliser les pratiques réelles d'épandage sur la commune et de cartographier du coup la couverture des besoins en azote pour chaque parcelle de la commune. Donc, pour modéliser les pratiques d'épandage réelles, on s'est appuyé sur une plateforme de modélisation qui s'appelle OSLE et on a eu accès à la quasi-totalité des plans d'épandage des agriculteurs du territoire. Et donc, on a cherché à représenter ces interactions et ces flux d'effluents entre les bâtiments d'élevage et les différentes parcelles. Et ça nous a permis de calculer, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite, du coup, le taux de couverture des besoins en azote organique des différentes parcelles à partir des effluents produits sur le territoire. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des zones où le taux de couverture, il est quasiment couvert en totalité par les flux organiques. Et c'est sur ces zones-là particulièrement que se posent les risques de surfertilisation et donc potentiellement des risques environnementaux. Ces zones-là, elles se trouvent à proximité principalement des bâtiments d'élevage. Ensuite, on s'est aperçu qu'au contraire, il y avait d'autres zones, des parcelles qui, elles, ne reçoivent peu ou voire pas du tout d'effluents. Et c'est souvent les plus éloignés des bâtiments d'élevage. Et du coup, les agriculteurs ont l'obligation d'avoir recours aux engrais minéraux pour pouvoir assurer la fertilisation de leur culture. Donc, du coup, en discutant grâce à ces résultats un petit peu avec l'ensemble des acteurs du territoire, on s'est aperçu qu'en fait, les échanges d'effluents, ils étaient basés, et ça n'a rien d'original, sur les contraintes économiques liées au transport. Dans le cadre de lisier et compte tenu du contexte morphopédologique de la commune, les éleveurs ont des difficultés en fait à aller pendre loin, notamment les lisiers, du fait du coût de carburant et surtout parce que dans le cadre de la commune de Saint-Joseph, ça demande par exemple des allers-retours entre les hauts de l'île et le bas de l'île pour avoir accès à des zones un peu plus éloignées et donc ça représente des distances de transport très élevées. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, ces échanges d'effluents, ils se faisaient aussi au sein de réseaux sociaux qui étaient soit familiaux, soit de proximité, parce qu'il y avait un manque de confiance vis-à-vis des produits issus d'exploitations inconnues et de la qualité potentiellement des effluents qui pouvaient être fournis par des éleveurs qu'on ne connaissait pas, que les agriculteurs qui étaient en demande ne connaissaient pas. Et donc ça nous a permis de mettre en lumière en fait 3 enjeux majeurs qui étaient nécessaires de résoudre collectivement. Bon, d'abord, de maîtriser l'urbanisation en accord avec les projets de développement de l'agriculture locale. Et ça, par exemple, les outils ont été mobilisés dans le cadre de la formulation du plan local d'urbanisme et de son évaluation de la commune. Et on s'est aperçu qu'avec effectivement une vision concertée et réfléchie, on pouvait très peu toucher les zones épandables tout en soutenant le développement urbain de la commune. Ça nous a amené aussi à essayer de mettre en place des solutions qui favorisent la transformation de ces effluents d'élevage sous forme de compostage ou de co-compostage avec les déchets verts, notamment déjà pour rendre plus efficient le transport par unité fertilisante, mais aussi pour pouvoir augmenter les surfaces potentiellement épandables. Et le troisième enjeu, c'était de mettre en réseau les différents acteurs agricoles du territoire, agriculteurs et éleveurs, et c'est des choses qui se font notamment dans le cadre du projet Convert, qui a démarré il y a maintenant quelques mois et qui, dans la suite du projet Gabir, s'intéresse plus particulièrement à ces questions sur la commune. Alors, quelques éléments de conclusion et de perspective. Alors, les suites qui sont données à Gabir et qui sont en cours pour la plupart des problématiques, c'est maintenant de passer, entre guillemets, de la faisabilité théorique à la pratique, puisqu'on a pu mettre en lumière des solutions collectives et concertées qui font consensus au sein des différentes problématiques, mais on n'a pas eu le temps d'essayer de les tester concrètement sur le terrain. Et donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'initiatives, Convert en est une, mais il y a d'autres initiatives qui ne sont pas nécessairement dans le cadre de projets de recherche et développement, qui cherchent à mettre en place ces solutions. Et aussi à les évaluer de façon multicritère, puisque nous, on s'est surtout attaché en fait à essayer de résoudre les contraintes techniques de chacun des acteurs sur chacune des problématiques. On a parfois mené des évaluations économiques et parfois environnementales également, mais pas de manière, entre guillemets, automatisée. Et c'est bien ce qui se fait aujourd'hui, notamment à travers des projets de thèse qui accompagnent certaines de ces problématiques.
Plus globalement, on s'est aperçu que la modélisation, c'était quand même un outil intermédiaire qui était puissant pour évaluer d'abord les pratiques actuelles, mais aussi futures. Et puis, comme outil de dialogue, pour mettre en concertation les stratégies futures, construire des scénarios et donc favoriser en fait le changement de paradigme d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Enfin, la modélisation, lorsqu'elle est associée à d'autres cadres méthodologiques, on voit que ça permet de construire des outils de diagnostic et d'aide à la décision qui sont appropriés par les acteurs. Dans le cadre de l'île de la Réunion, par exemple, on voit que notamment les nouvelles structures qui favorisent ces démarches d'économie circulaire, impliquant le secteur agricole, elles se sont bien emparées de ces outils-là qu'on a pu construire. Et donc, du coup, ce serait intéressant peut-être de réfléchir à la construction d'un cadre plus générique qui permettrait d'accompagner ces initiatives d'économie circulaire impliquant le secteur agricole dans des milieux contraints et pas seulement insulaires. Je vous remercie pour votre attention, puis c'est l'occasion aussi de remercier du coup l'ensemble des partenaires qui ont largement contribué au projet et à ces actions. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux sont présents là et nous écoutent aujourd'hui. Donc je les remercie, je les salue chaleureusement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le projet qui a eu une envergure beaucoup plus vaste que ce que je vous ai présenté là, vous pouvez aller voir sur le site de la MVAD ou bien évidemment me contacter directement par mail. Voilà, merci à tous. Merci Mathieu pour cette présentation et merci d'être avec nous depuis Madagascar. Il y a une question de Philippe Lesquat qui demande: est-il possible d'évaluer quantitativement l'impact de l'augmentation de la circularité des biomasses au sein de l'île sur la diminution des importations agricoles et alimentaires et par conséquent en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Parce que comment vous êtes passé du local au un peu plus global? Alors très clairement, ce changement d'échelle, on ne l'a pas fait. C'était une ambition du début du projet, en fait, de créer une sorte de métamodèle et d'avoir une vision très holistique de cette gestion des biomasses. Bon, comme je vous l'ai expliqué, vu la complexité, on s'est concentré sur des cas d'études. Mais aujourd'hui, c'est un des objectifs des travaux qui se poursuivent après Gabir, et notamment dans le cadre d'une thèse qui est mobilisée par Vivien Klein-Peter, qui cherche justement à modéliser l'ensemble de ces interactions à l'échelle de l'île et d'intégrer du coup des solutions qui seraient issues de ces différents cas d'études pour avoir cette vision un peu plus globale et pouvoir mener des évaluations plus globales sur l'ensemble de ces indicateurs. D'accord, merci beaucoup. Alors, il nous reste 10, 11 ou 12 minutes avant la pause méridienne. Moi, j'avais, en rebondissant sur tout ce qui a été échangé, vos présentations et les questions, alors je ne vais pas reprendre exactement les questions, je vais les traiter de façon un peu transversale. Dans vos 3 présentations sur ce bouclage et cette marche vers l'économie circulaire, se pose inévitablement la question des échelles spatiales, mais dans la réalité, sur vos 3 exemples, les échelles spatiales restent, enfin, pas qu'elles restent, elles sont limitées. Et donc, même si d'aucuns disent on pense global, on agit local, mais d'une certaine façon, vous êtes contraint de penser local aussi, quoi. Et en fait, je me posais la question de savoir comment vous avez intégré ce fait que ces échelles locales sont très réduites, et est-ce que ça n'induit pas, quand on réfléchit au sujet que vous avez, à une très forte dépendance aux conditions locales des conclusions. Et donc, est-ce qui est générique, en fait? Voilà. Je peux commencer. Alors, je vais avoir le prisme, en tout cas, exploitation agricole, au travers de Red Space. Ce que j'ai pu voir dans les analyses de bases de données, c'est que pour un niveau de couplage donné sur une exploitation agricole, quand on regarde la composition des fourrages, en fait, elle dépend des régions. C'est-à-dire qu'on va retrouver des fourrages différents dans le nord et dans le sud de la France, qui traduit en fait une utilisation des ressources locales. Par exemple, le sorgho, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le sud-ouest et qu'on ne retrouvera pas du tout dans le Nord-Pas-de-Calais, ou très peu, enfin pas du tout à ma connaissance, en termes d'alimentation. Donc en fait, les proportions respectives des fourrages, du foin, de l'ensilage, de l'enrubanage, en fait, est différent selon les régions, ce qui traduit en fait un certain nombre de pratiques mobilisant ce qu'on a sur place, quoi. Donc, on peut faire aussi l'hypothèse que sur des actions un peu plus territoriales de lien entre agriculteurs et éleveurs, pourrait se produire un peu de la même manière, puisqu'on donne à manger ce qu'on arrive à produire. Merci. Des remarques complémentaires d'Aurélie et de Mathieu? Sur la dimension locale et le fait que, du coup, ça va vraiment dépendre d'un territoire à l'autre, je pense que cet élément-là, ça souligne encore plus l'importance de l'animation des échanges
entre les parties prenantes de la mise en place des partenariats entre éleveurs et céréaliers, puisqu'en fait, c'est l'animation des échanges qui va permettre de dépasser ces freins en lien avec le manque de référence vraiment général d'un territoire à l'autre, etc., et de pouvoir avoir des contrats adaptés au territoire dans lequel ces échanges se passent. Et après, par contre, au niveau du territoire, on a quand même, dans l'USCO, on a vu des échanges qui pouvaient aller sur des territoires beaucoup moins restreints. On avait par exemple suivi, donc c'était plutôt l'ITAP qui avait suivi ce projet-là, c'était un groupe GIE du Nord Larzac, du Larzac et du Nord Aveyron qui échangeaient avec des céréaliers de l'Aude. Donc on avait vraiment un territoire qui était quand même beaucoup moins local. Donc voilà, on voit quand même des initiatives qui se font plus largement, enfin sur un territoire plus large. Par contre, on a une vraie composante qui limite ça, c'est la question du transport et des freins logistiques qu'il y a autour. Et c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc voilà. Et Mathieu, l'expérience elle se généralise ailleurs ou est-ce qu'elle est transportable ailleurs? Oui, ça me semble assez, c'est peut-être un constat un peu décevant, mais ça me semble assez logique, somme toute, que ces initiatives, elles soient avant tout à l'échelle locale et qu'on ait du mal à passer en généricité. Juste un exemple à La Réunion, par exemple, le choix de ces problématiques, c'est aussi parce qu'en fait, qui connaît La Réunion, connaît la diversité agroclimatique et pédomorphologique et puis aussi socioculturelle. Et donc, du coup, on a du mal, il y a tout un tas de problématiques, même sur un si petit territoire, qui sont très spécifiques à chacune des zones, en fait, de production, y compris agricole. Et nous, par exemple, au CIRAD aussi, bon, voilà, on travaille sur tout un tas de gradients socioculturels et dans différents pays où on s'aperçoit bien que les acteurs mobilisés ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, ça me paraît difficile, effectivement, de monter en généricité parfois. D'accord. Alors, vous avez, et Aurélie et Mathieu, cité les problématiques culturelles et de connaissance des individus. Je rebondis sur une question posée dans le question-réponse par Magali Burger-Volmer, qui fait un tout petit peu d'anthropologie et qui dit que depuis Caïn et Abel, il y a des difficultés de communication entre les éleveurs et les agriculteurs, et plus largement, en fait, il se pose toujours la question de communication entre groupes différents. En fait, comment vous voyez dans vos travaux les rôles de la formation, du conseil, les outils au milieu n'étant que des éléments de médiation? Et je sais que dans le RMT Spicy, c'est une des dimensions qui est beaucoup mise en avant. Et puis, on a beaucoup d'enseignants qui sont connectés. Donc, comment vous voyez le rôle de la formation initiale, la formation au long de la vie et du conseil pour ces transitions-là? Du coup, je vais répondre. Pour ce qui me concerne, dans Red Spice, on a fait un travail d'enquête justement sur le travail en lien avec le couplage culture-élevage. Il y avait des questions justement sur le niveau de formation initiale des agriculteurs, éleveurs qui ont été enquêtés. Alors, c'est sur une soixantaine d'exploitations, hein, ce n'est pas toute la France. En revanche, l'analyse statistique qui en a été faite montrait que plus en fait, le niveau d'études était important, plus en fait on retrouvait de fermes ayant un niveau de complémentarité culture-élevage important. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait des études moins longues ne savent pas ce que c'est qu'à un moment donné, ils ont dû s'installer, ils se sont mis dans une routine avec ce qu'ils ont appris, et puis que d'autres qui ont pu voyager, avoir des études plus longues, ont aussi acquis des choses. Ce qui veut dire que si on apprend des choses au cours de sa vie ou plus longuement, bah, probablement on peut arriver à favoriser ce genre de pratiques. Voilà, donc, il y a autant le couplage n'a pas d'effet significatif sur le travail, autant en fait on voyait une corrélation significative entre le niveau d'études et le couplage. Donc oui, la formation initiale compte et probablement qu'il faut la renforcer tout au long de la carrière d'un exploitant. Et Aurélie et Mathieu, Aurélie, c'est peut-être plus sur la question du conseil. En fait, comment vous voyez le rôle du conseil aujourd'hui et demain pour ces questions-là? Alors, au niveau du conseil, donc, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, c'était vraiment au niveau de l'animation des échanges entre les éleveurs et les céréaliers. Notamment au niveau des éleveurs, le conseil va vraiment permettre de partir de leurs besoins, puisque en tout cas sur les territoires concernés par l'USCO, ce qu'on a vu, c'est qu'on arrivait facilement à trouver des céréaliers intéressés, mais après des éleveurs, on sent l'intérêt au niveau de leur exploitation, mais pour vraiment passer le cap de l'échange, là on a beaucoup plus de difficultés à les trouver. Du coup, au niveau du conseil, ça va être notamment mieux formaliser les besoins et les besoins des éleveurs pour y répondre.
Ensuite, ça va être aussi de créer des outils qui permettent d'accompagner du coup et d'animer ces échanges. On a notamment testé un outil qui s'appelle Dynamics, qui permet en fait de modéliser des échanges et de les évaluer. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de ces échanges-là. Et puis après, il y a aussi besoin d'outils pour pouvoir, au niveau économique, bien évaluer, bien estimer le prix d'équilibre pour concrétiser ces échanges-là. Donc c'est plus des besoins d'outils que... D'accord. Oui, moi je voudrais juste rajouter, dans le cadre de Gabir, on a eu un volet de transfert de nos résultats vers l'enseignement agricole qui était assez important et qui a abouti justement à la construction de modules autour de l'économie circulaire et parfois plus spécifiquement autour des questions d'intégration agriculture-élevage à l'échelle territoriale pour pouvoir justement favoriser la prise de conscience par les agriculteurs de demain sur la nécessité de ces interactions-là multi-acteurs. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver sur le site de la MPED, par exemple. Et ça a été mené avec le CRIPTIR. Donc aussi, pourquoi pas se rapprocher aussi de Philippe Thomas, notamment, pour pouvoir avoir un peu un retour d'expérience sur ces questions-là. Merci. Et donc, par rapport à cette question de comment ça se structure, il y a une problématique autour de la façon dont les échanges sont formalisés. Il y a eu, je crois que c'est Aurélie qui a mentionné beaucoup les problématiques de l'informel et Pierre aussi un petit peu. Est-ce qu'il faut aller vers des formes plus contractualisées, plus organisées, et pour lesquelles des politiques publiques pourraient venir soutenir ça, sachant que les politiques publiques, comme le dit Xavier Rebout dans les questions-réponses, peuvent être un peu frileuses à soutenir le troc qui réduit pour autant les taxes perçues. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Juste une réponse au travers de ce que j'avais appris en cadre du Casar Cérel, de sa restitution. Ce que j'avais retenu, c'est que ce n'était pas simple de formaliser la contractualisation entre agriculteurs, enfin entre cultivateurs et éleveurs. Et que quand on met un juriste en fait pour analyser tout ça, semble-t-il, ça devient très très vite compliqué, justement à cause des réglementations qui peuvent exister et générer un certain nombre de problèmes. Alors, de mémoire, je n'ai plus tout en tête, mais ça peut être le fait d'avoir un bail pour louer des terres. Certaines pratiques pourraient remettre ça en cause. Alors, je ne suis vraiment pas du tout expert, mais en tout cas, c'est que c'est assez compliqué dès qu'on commence à coucher sur le papier et de façon un peu juridique. Un juriste, il voit tout de suite plein de soucis. Donc, ce qui veut dire, s'il voit plein de soucis, c'est qu'il y a aussi peut-être plein de choses qu'il faudrait réfléchir en amont pour faciliter ce genre d'échange. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, je rebondis sur la partie contractuelle. Donc oui, c'est un moyen qui peut permettre de sécuriser ces échanges-là. Du coup, je profite pour dire qu'il y a un guide juridique qui a été fait dans le projet CRL qui est plutôt bien fait et utile. Et après, au-delà de contractualiser, donc là, les politiques publiques peuvent avoir des effets. Pour sécuriser ces échanges-là, au-delà du contrat, il y a aussi des fois les sécuriser par des investissements. Par exemple, des groupes qui vont choisir de passer par l'intermédiaire séchage ou transformation vont investir dans des équipements qui vont faire que derrière, ça va sécuriser les échanges sur plus de long terme. Et là aussi, les politiques publiques, elles peuvent avoir un impact pour soutenir ces investissements collectifs pour sécuriser ces échanges-là. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour la route, pour le déjeuner. En fait, là, vous avez présenté 3 exemples qui sont presque des situations que l'on décrit comme des études de cas. Si on voulait généraliser ça, quelle place on peut donner aux démarches de co-construction, alors qui ne sont pas simplement, je mets les 2 groupes d'acteurs ensemble, les 2 groupes d'agriculteurs ensemble et avec un médiateur au milieu, mais aussi comment j'intègre d'autres acteurs autour, que ce soit les citoyens ou les consommateurs, mais aussi les acteurs de politique publique et les enseignants, puisque on a en plus un témoignage dans la question-réponse de Claire Durox autour de ces questions-là, comment ça peut intéresser l'enseignement. Et c'est un exemple qui est basé sur l'USCO. Donc, comment on arrive à imaginer demain en faisant des démarches beaucoup plus clairement tournées vers la co-construction. Est-ce que c'est quelque chose où vous voyez un intérêt pour imaginer des systèmes vraiment nouveaux ou c'est purement cosmétique?
disons que si on raisonne à l'échelle d'autres acteurs que de la co-construction simplement avec des agriculteurs, des conseillers, peut-être que une réflexion en termes de prospective, ça peut être utile. C'est ce qui a été fait dans le cadre de Red Spice, dans la tâche animée par Nelly Dubosc. C'est que l'idée a été de mettre autour de la table des conseillers, des agriculteurs de la région, enfin, ou de représentants, mais il y avait aussi des vétérinaires, des responsables d'administration. Et en fait, ce que les gens ont retiré de l'exercice, c'était que ça permettait de réfléchir, de construire, on va dire, un futur, hein, pas de nouveaux systèmes forcément, mais d'imaginer si ces systèmes pouvaient être présents dans un futur. En tout cas, ils en ont retiré quelque chose de positif en termes d'échanges entre acteurs qui ne se connaissent pas forcément. Et certains évoquaient que c'était un peu une respiration dans le quotidien, pardon, puisqu'en fait, ça changeait de la routine et ça permettait de mettre un peu de concret sur la polyculture élevage, puisque dans ces ateliers de prospective, on injectait aussi de la connaissance, hein, des résultats d'analyse des bases de données que j'ai présentées, mais ça peut être des analyses d'enquête diverses et variées. Et donc, je dirais qu'il y aura certainement, là je ne réponds pas à la question de la co-construction, mais en tout cas, il y a un préalable pour fédérer les gens, c'est de les réunir et de leur montrer en fait l'état de l'art et vers où on pourrait les amener, puisque nous, on se positionnait vers une polyculture élevage à l'échelle de 2030. Aurélie? Oui, pour compléter, oui, dans l'USCO, du coup, il y a eu un module qui a été créé et mis en œuvre donc, avec les BTS Axe du lycée de Sibens. Et l'expérience a été très positive. Ce qui est ressorti quand même, c'est que pour mettre en place ce type de système, on devait mobiliser des compétences qui étaient assez complexes et multiples, et du coup, qu'il y avait un réel intérêt de les développer dès la formation initiale. Et au final, de cette expérience-là, il y avait vraiment le fait d'avoir intégré l'enseignement dans le projet LUSCO et d'avoir fait ces éléments-là, d'avoir créé des espaces de discussion entre les partenaires, les enseignants, les élèves, etc. Tout le monde en est ressorti très content. Enfin, le bilan était très positif de la part des enseignants. Le bilan de la part des étudiants, très positif également. Et puis, il y a eu un vrai échange au niveau du territoire avec des agriculteurs, des groupes, etc. Donc, oui, il y a un intérêt certain de continuer ce type de démarche. Et pour finir, Mathieu, l'expérience de la Réunion et de Madagascar autour de ces questions-là. Moi, je voudrais juste témoigner, en fait, dans le cadre de Gabir, il faut savoir que ces questions de démarche d'économie circulaire et plus globalement intégrative entre différents acteurs, pas seulement les agriculteurs et les éleveurs, elles sont mises en place depuis quelques années. Nous, on a eu de la chance à La Réunion, quand même, d'être dans un environnement qui était là, pour le coup, pour Gabir, vraiment favorable. Ça n'a pas toujours pris ces démarches-là dans les années précédentes. Alors, elles étaient favorables, pas toujours pour les questions, pour des bonnes raisons peut-être. Il y avait des raisons partisanes, parfois des raisons intéressées d'un point de vue économique pour les privés, du fait du coût de l'importation, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on était dans un environnement qui, là, pour le coup, au moment où on a construit le projet, était vraiment favorable. Alors, ce n'est pas seulement les plateformes de discussion et co-construction qui ont permis ça. Donc, il y a, voilà, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on peut réfléchir à créer cet environnement-là aussi de ça. Il y a bien évidemment l'éducation, je pense, de toute façon, ça joue beaucoup, les consciences qui changent. Mais quelle est la place des politiques publiques un peu plus contraignantes aussi en faveur pour créer cet environnement-là, pour inciter un certain nombre d'acteurs qui ne le feraient pas naturellement à s'inscrire dans ces démarches intégratives. À mon avis, c'est une question aussi qui est importante et qui favorise un peu tout ça. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette session 2. On va avoir le droit de faire une pause déjeuner. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de discuter les uns avec les autres pendant la pause déjeuner. Mais on retrouvera ça aussi dans d'autres occasions. Et donc, on se retrouve à 13h30 pour la session 3 où on va regarder les problématiques d'atténuation par le fait de substituer en produisant des bioénergies